Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Mais je vois que donc, tu as mis un DVD en avant, tu as mis Drôle de couple, avec une pièce à la base de Ray Cooney, et alors je me rappelle plus très bien du film. Par contre, je vois très bien, comment dire, tu vois bien, ouais. Voilà, la dualité, l'ambivalence, et ça c'est une notion qui est très importante, très présente. Elle est très bien traitée dans ce film. Voilà, dans ce film-là, comme dans beaucoup d'œuvres, dans plein de films, la dualité entre le clown blanc, donc le Pierrot, et l'Auguste, elle existe, elle est très très présente. Le dîner de con, par exemple, on a tout à fait François Pignon qui est l'Auguste, le clown, le clown qui fait des bêtises, et Brochant, qui lui serait plus le clown blanc, et ça on le retrouve dès le début, dès les balbutiements du cinéma. Tu peux expliquer le clown blanc? Oui, le clown blanc, disons que c'est ça qui est super intéressant dans cette dualité-là des deux personnages, c'est que l'un ne marche pas sans l'autre. Un effet théâtral, alors finalement ça marche pour le burlesque dès le début, ça marche pour le cinéma. Laurel et Hardy, Laurel et Hardy en sont un exemple, c'est peut-être même eux qui ont inventé le genre, je sais pas, au niveau burlesque. Le côté, la bêtise qui est faite par le clown Auguste, là il renverse un verre, etc. Puis à côté il y a donc Laurel renverse un machin, fait une bêtise, et Hardy il va faire un petit regard comme ça. Voilà, le clown blanc, le Buster Keaton, l'homme qui ne rit pas. L'homme qui ne rit jamais. Je vois Éléonore qui nous fait des gestes, en effet, Laurel qui se gratte la tête, en effet, un peu du côté un peu. Ouais, donc je pense à Straight Man and the Monkey. Je parle de Dean Martin, beau gosse monolithique soi-disant, qui avait une richesse en lui, comme disait Jerry Lewis. Mais Jerry disait, sans lui, je ne serais rien, car il reste impassible. Je regarde Éléonore qui est derrière la caméra, car il reste impassible quand je fais des bêtises. Mais c'est quand ça, Jerry fait des bêtises. C'est ça qui fait que ça marche. On peut rire. On peut rire de la blague de l'autre si derrière tu as la réaction. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir la réaction. On voit ça dans Drôle de couple. À Boîte et Costello. C'est marrant, j'y pense un instant, l'apport du théâtre, mais Jerry Lewis et Tony Curtis dans Boing Boing. Ah, excellent. Ça, t'as le beau gosse, séducteur, etc. Puis t'as le gars qui tombe là-dedans. Voilà. Mais cette opposition-là, oui, elle est. Bon, Laurel et Hardy, même dès Chaplin qui s'oppose, Chaplin qui joue le dandy, alors qu'il c'est un vagabond, il est là, etc. Comme j'expliquais, il se cogne un poteau, il regarde le poteau, puis il claque des doigts. Il snob le poteau. Il snob le poteau. C'est ça, c'est bon. Là, il n'y a pas l'ambivalence, il n'y a pas l'autre personne en face. D'ailleurs, Dean Martin était perdu quand il n'avait plus de Jerry, et vice-versa. Parce que Dean Martin est connu sur scène des années après pour avoir dit, à l'occasion d'un dîner gala, il se retourne, il y a le micro. Et là, il a eu la présence d'esprit de dire « Pardon, Jerry ». Et tout le monde a ri. Ça veut dire que son double était là, dans sa tête, dans son esprit. Là, c'est commence à partir sur les doubles des films, dans les films, dans les pièces de théâtre ou quoi, là, on en vient forcément aussi à tous ces duos mythiques, Bourvil de Funès en France. On en a un qui s'énerve, qui reste, voilà, et l'autre en face qui est... c'est une poule, ça peut marcher beaucoup moins bien maintenant. Non, toi très bien. C'est ça, mais ça fonctionne. Mais oui. Parce que... c'est la dualité. C'est l'opposition. L'opposition des deux. On parlait tout à l'heure de Tony Curtis. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas un acteur, il joue tout le temps le bain ». Alors, je disais dans la grande course de Black Edwards, je sais plus à qui je racontais ça l'autre jour, dans la grande course de Black Edwards, il est blanc, il est beau gosse, il est immaculé. Ce serait facile d'être ennuyeux. Et il donne la réplique à Satanas, qui est en noir, joué par Jacques Lemmon et son assistant Peter Falk, qui échoue à chaque fois qu'ils essaient d'enrayer son automobile en la sabotant. Très intéressant aussi, comme tu dis là, dualité. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est ça, c'est le rouage ancestral qui nous vient du théâtre, de la commedia dell'arte, l'Arlequin, et le matamor. Comment tu appelles ça, tu sais,
le coup classique chez les Américains où un type commence un spectacle, ça se passe sur scène, et il y a quelqu'un D'ailleurs, Chaplin le faisait dans Le crochet Non, il y a quelqu'un dans un balcon qui se tient pas bien. S'il vous plaît, monsieur, alors je vous en prie, parce que nous on essaie de travailler là. Ouais. Et le gars il lui répond, ah bon? Et Jerry le faisait avec Dean Martin. Avant qu'il soit célèbre. Alors qu'une fois que les gens savaient que c'était Dean Martin et Jerry Lewis, ça marchait plus. Bah. Mais bon, alors, et là il dit, ah bon? Il dit, ah bon, il y a un spectacle? Il dit, ah, je crois que vous étiez en train de jouer une partie de tennis ou je sais pas pourquoi. Oui. Alors je sais pas comment ça s'appelle, par contre j'ai des tonnes d'exemples en tête. C'est un truc. Alors je sais pas comment ça s'appelle, si ça a un nom, ça doit. L'impromptu de Versailles. L'impromptu de Versailles, oui, alors, en effet, Molière dès le XVIIe dès le XVIIe a inventé ce principe-là, dans l'impromptu de Versailles, on essaye de monter une pièce et ça marche pas, et donc on joue le fait qu'on n'y arrive pas. C'est ça, mais tu citais Chaplin, oui, Chaplin à la base il était connu, il a été engagé par Monsieur Sennett, par Max Sennett, parce qu'il était le meilleur rôle, le meilleur acteur pour jouer l'ivrogne. Donc en effet, il démarrait dans un théâtre, il y avait un spectacle sur scène, il y avait des numéros, et Chaplin tombait du balcon, il arrivait sur scène, etc. Il était complètement, ça a été repris, complètement ivre et tout. Mais bon, ça. Je pense aussi à la confrontation homme-femme, entre par exemple Gary Cooper et Claudette Colbert dans La 8e femme de Barbe Bleue de Ernest Lubitsch, qui traite très bien du couple. Et donc, Claudette Colbert et Clark Gable également. Clark Gable, oui, dans New York Miami de Frank Capra. Oui, les murs de Jéricho. Une simple couverture entre leurs deux lits sur un fil à étendre le linge parce que c'est la dépression, ils sont en galère. Mais là, c'est le duel qui se retrouve. Parce qu'en général, la fin du duel, c'est soit la mort de l'un, la mort des deux ou la séparation. Là, c'est la retrouvaille. Donc finalement, quand même, j'ai envie de dire 2-3 mots sur celui qui a mis le mot duel dans l'un de ses films, Spielberg. À la base d'ailleurs le mot duel, c'est rigolo parce qu'il y a une petite anecdote parce que Spielberg lui il s'était mis dans la tête au début, jeune réalisateur, qu'il allait nommer tous ses films par un titre simple, Duel, Shark, E.T. Il voulait faire un mot, seulement un mot. Après il a vite changé d'idée, il est passé à autre chose. Mais donc ce film Duel, je sais même pas s'il était prévu pour le cinéma au début. Je crois que c'était je sais même pas si c'était télévision, non? Ouais, mais bon, ça fait un carton, ça a quand même été diffusé dans des salles, je le sais. Et en effet, alors, donc là on a une notion qui est un peu différente d'un duel traditionnel, arme au poing ou épée au côté, mais on a en effet la machine. La machine, donc on voit jamais le chauffeur, on le voit à la fin, je crois seulement sortir en feu de la bécane, mais on a ce côté inquiétant. Il faut pas qu'on le voit en fait. Faut pas le voir. C'est comme dans L'Homme Sauvage, de réalisateur qui a fait Du Silence et des Ombres, Ne tuez pas sur l'oiseau moqueur, Robert Mulligan, où Gregory Peck est poursuivi par un Indien pendant tout le film, mais on ne voit pas l'Indien. C'est Hitchcockien. Oui. C'est un western Hitchcockien. Et il veut protéger Eva Marissin, qui elle a été, qui a eu un enfant avec cet Indien. Et il vient chercher son fils, en fait, l'Indien. Ah oui, alors ça, très bon, ça. Ah, oui. 69. Là, le western est en train d'évoluer. Le côté, alors oui, en effet, Hitchcock, je pense qu'il a inventé un peu le genre, de ce qu'on ne voit pas, l'ennemi qu'on ne voit pas, la fenêtre sur cour, où on cherche à savoir ce qui s'est passé, etc. Enfin, on parlait de Lubitsch tout à l'heure, c'est le roi du hors-champ. L'avion de la mort aux trousses qui te poursuit quand tu ne t'y attends pas dans un décor magnifique. Tiens, cet avion, l'impuissance. Il arrose des champs. Il arrose des champs, il saupoudre des récoltes là où il y en a pas. Là où il n'y en a pas. Ah bon, il monte dans le bus et puis bon, et donc en effet, Spielberg lui a sublimé ça aussi. Il a pris un peu la suite d'Hitchcock à ce niveau-là, de l'ennemi qu'on ne voit pas, le duel, qu'on ne voit pas. Le duel, tu vois pas dans les yeux, contrairement à l'épée ou au revolver, tu vois pas les yeux dans les yeux ton adversaire. Mais dans le rétroviseur, tu vois bien un camion qui se rapproche et tu comprends pas pourquoi il t'en veut comme ça, etc. Et on parlait des dents de la mer, donc on parlait des dents de la mer, où cet ennemi qui est dans l'eau, pour des raisons techniques, tu m'as parlé hors champ. Ah oui, des gags qui font qu'on ne voit pas le requin en tant qu'il aurait été prévu. Le robot ne marche pas, le requin ne fonctionne pas aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes techniques qui font que le requin, il aurait dû être plus présent à la caméra, mais en fait, tu le vois très peu. Tu le vois très tardivement dans le film. C'est très bien. Et c'est pire, c'est pire. Ce qu'on imagine en fait.
Le fait, voilà, c'est ça. Tu parlais de cette scène qui est fabuleuse du ponton et de pêcheurs qui sont avec une eau qui est de la même couleur que le ponton. C'est la nuit, c'est la nuit. Je crois. Et c'est lui pratiquement qui a inventé le fait du monstre qui approche et de la personne qui court, comme dans un cauchemar. Tu sais, dans le cauchemar, quand t'arrives pas à courir, tu cours mais on te rattrape. Et donc là, il essaie de se raccrocher. Et il y a un des deux pêcheurs qui dit à l'autre, dépêche-toi de revenir. Et l'autre dit, mais pourquoi? On sait pas, voilà. Et l'autre, il lui répond, parce que le ponton a fait demi-tour et il revient vers toi. J'adore. Et donc, voilà, le requin, le côté angoissant, il est bien avant la vision du requin. C'est ça qui est fort dans ce cinéma de Spielberg. Cette scène qui m'a fait sursauter la première fois où je l'ai vue, et qui est, je pense, la plus terrifiante à mon sens, c'est celle où Dreyfus plonge pour aller chercher dans l'épave du bateau qui a fait naufrage. Il va chercher des choses, des renseignements sur l'attaque. Et donc il y a la musique de John Williams qui est très douce, tout ça. On est dans une scène sous-marine très calme, et voilà, des fonds marins. Et là d'un coup, t'as une tête qui tombe, une tête ravagée par les poissons, etc. C'est un noyé, ouais. Là, tu fais un bond dans ton fauteuil. Tu sais pas, tu cherches. Mais c'est aussi un film catastrophe, parce qu'en fait, en dehors du fait que les autorités locales ne font pas ce qu'il faut pour la sécurité du public, parce qu'on est en début de saison d'été, et on veut vendre des ice cream et des pop-corn sur la plage, etc. Bon, c'est pas bon pour l'image lors des élections, mais il y a aussi le côté catastrophe, je disais, dans ce film, parce que avant de nous montrer la bête, on nous montre les dégâts de la bête, on nous montre les symptômes, on nous montre les dommages collatéraux, on nous montre un requin, un squelette de requin en disant celui-ci provient de telle épave et apparemment la taille de la mâchoire, et en fait c'est toujours pas lui, donc on commence à l'envisager. Et une fois qu'on s'est fait tout le film sur la bête, sur l'ennemi, etc., ce qu'on ne voit pas, commence le vrai duel entre le capitaine joué par Robert Shaw et le requin Moby Dick. On est dans ce duel en mer de la folie de ce capitaine qui détruit la radio. Comment il s'appelle cet acteur? Roy Schneider qui essaye d'appeler. Alors non, ça c'est le capitaine, c'est lui Roy Schneider. Là, tu parlais de qui? Du Robert Shaw? Ah oui, je confonds du coup. Richard Dreyfus? Non, l'autre. Oui, bah c'est lequel? Celui qui a le bateau? Le héros, on va dire. Le héros, c'est Roy Schneider. Roy Schneider, c'est moi qui confonds les policiers locaux. Il essaie d'appeler secours. Il nous faudra la fameuse réplique. Il nous faudrait un plus gros bateau, etc. Il essaie d'appeler les secours. Bon, et le capitaine qui vient, qui explose la radio, parce qu'il veut se mesurer, il veut se confronter à son ennemi. C'est on est exactement dans Moby Dick et voilà. Ils sont ambivalents, et donc ils sont dans ce duel-là. Voilà, dans tous les genres cinématographiques pratiquement, on a cette notion de duel. Alors le duel, quand on parle comme ça du mot duel, ne regardez pas comme ça, vous me faites peur. Là, du coup, il y a le duel de regard. On imagine forcément le cliché du western, le duel au soleil couchant dans la ruelle un peu poussiéreuse avec la botte de paille qui passe. Et donc, évidemment, il faudrait qu'on parle des westerns un petit peu. Les westerns, de toute façon, pour le cinéma américain, pour le cinéma hollywoodien, c'est quelque chose qui est très important, semble-t-il, parce qu'on est presque dans la limite dans le reportage, dans le documentaire. La conquête de l'Ouest, elle est pas vieille. Hein, la vie ne valait pas cher en tout cas. Dans l'histoire de l'Amérique, la conquête de l'Ouest, c'est pas loin. Alors forcément, moi, ce qui me vient en premier quand je parle du duel au cinéma, c'est vrai que j'ai le western spaghetti en tête. Ouais. Parce que ça, c'est mon enfance, c'est ce que les films que j'ai vus. Quel duel parce qu'il y en a pas mal qui sont. C'est vrai que là, forcément, le cliché qui a dû être parodié des centaines et des centaines de fois. Il était une fois dans l'Ouest. Charles Bronson et Henry Fonda, face à face avec la progression de la montée de la musique. Anna Bronson qu'on découvre, et puis Henry Fonda qu'on découvre dans un autre style. De l'Henry Fonda qu'on affectionne tant dans Les 12 hommes en colère ou tous les classiques dans lesquels il a pu jouer auparavant. Là, Henry Fonda humaniste. Henry Fonda humaniste qui d'un coup se retrouve sali, sale sur lui et sale dans son comportement. On n'a pas besoin de citer, je pense, pour les cinéphiles qui connaissent la scène où le public américain s'est trahi par cette prise de courage en tant qu'acteur pour Henry Fonda de casser son image de héros monolithique.
Donc bon, bah, voilà, forcément, le cliché parodié tonnes de fois de l'homme à l'harmonica avec cette progression de la musique et tout, voilà, qui représente le western d'une certaine façon, mais le western est beaucoup plus ancien dans l'histoire du cinéma hollywoodien notamment, est très important. Donc là, tu parlais tout à l'heure de certains films, certains films qui ont marqué le genre. C'est cette finale en tout cas de duel entre Gary Cooper et Burt Lancaster. Et puis il y a le fameux, bah tiens, le coup le cliché aussi du revolver, Burt Lancaster, tout de noir vêtu, qui se prend une balle. Et puis, mais qui avant de ranger son... Voilà, on ne sait pas en fait qui s'est pris la balle. Puisque... On ne sait pas, parce qu'il fait son mouvement, le cliché du cow-boy, limite il souffle la fumée, ce fameux mouvement-là, je me rappelle très bien. Et après le corps qui s'écroule, le sourire. Et la caméra. Le sourire de Lancaster, le flingue. Et en fait, c'est lui qui s'écroule. Gary Cooper qui était parodié, il y a eu des bandes dessinées là-dessus, effectivement. Burt Lancaster prend son temps, il va nettoyer le cheval à l'écurie, il se brosse les dents avant de revenir mourir, etc. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que Robert Aldrich a innové pour ce duel, puisqu'en fait, il y avait je ne sais pas combien de plans dans cette séquence. C'est tout l'opposé de la plan séquence d'ouverture de La Soif du Mal, où il y a un plan unique pendant tout la première séquence. Là, justement, Robert Aldrich va jouer sur les différents angles de caméra qui s'enchaînent de manière très rapide pour un film des années 50. Je crois que quelques secondes ou quelques dixièmes de secondes, même certains plans. Il faudrait regarder le nombre de plans qu'il y a dans cette séquence. Oui, c'est vrai du duel. Champ contre champ, très moderne. Et ce qui fait qu'on ne sait pas qui est mort, puisqu'on le montre lui, on le montre l'autre. Le sourire, je range le flingue et je m'écroule. Et puis il y a aussi de la symbolique, parce qu'on n'avait pas trop vu ça, que le méchant soit attachant, soit sympathique finalement. Burt Lancaster par rapport à Gary Cooper. On ne sait vraiment pas qui va mourir, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas comment le film allait finir. Il était écrit au jour le jour au Mexique, à la base, sous une tente. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait quand même qu'il a été, voilà, il ne savait pas qui est-ce qui ferait mourir, l'un ou l'autre. Il y a même eu apparemment un petit... un compromis qui a été donc décidé. Ils ont fait un véritable duel. Ils ont décidé ça, le colt au côté. Mais c'est vrai que voilà, donc on disait l'histoire de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, c'est quelque chose qui est un thème qui est très cher chez eux, et il s'est passé des choses peu d'années finalement avant que ça commence à être porté à l'écran, très marquantes. Le règlement de compte à Hockey Coral, je sais pas combien il peut y avoir de versions. T'as une idée? Combien de versions il peut y avoir de ça? Là, c'est pas un duel, bon, ils sont plusieurs, quoi. Hein. C'est le clan, clan contre clan. Mais bon, oui, on va pas jouer sur une confrontation. Mais il y a pas mal de versions. Il y en a une qui est intéressante, c'est 7 secondes en enfer, qui commence juste après le duel. Le procès de Wyatt Earp, est-ce qu'il les a assassinés ou est-ce qu'il les a tués en défi? Les lois commencent à arriver dans l'Ouest et c'est James Garner qui reprend le rôle qu'avait Burt Lancaster dans la version de John Sturges, même réalisateur d'ailleurs, 10 ans plus tôt. Et la poursuite impitoyable, la poursuite infernale. La poursuite infernale. De John Ford en 1947 avec Henry Fonda cette fois qui jouait. Tous ces films de John Ford, après ça a influencé forcément des tas de réalisateurs pour la suite. Ouais. Et donc voilà, donc après tu peux jouer sur la dualité. Tu parlais de duel dans le western, mais on peut aller plus loin. C'est pas forcément deux hommes qui s'affrontent. Oui, parce que là c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Dans Hockey Coral, tous ces films-là, Tombstone, etc., c'est vrai que le côté, il fallait imaginer quand même ce que c'était, d'aller il fallait en avoir pour aller quand même trouver les gens qui mettaient de la pagaille à ce moment-là, pour aller, puis l'arme au poing arriver, puis aller régler ses comptes. C'est ça qui est intéressant dans le côté, voilà, dans l'histoire de l'Amérique. Le rapport à l'arme, aussi à l'arme à feu aux États-Unis, donc il y a tout ça. Après, en France, aux États-Unis aussi, les KPDP, le film des KPDP, on a eu notre lot de duel aussi. Là, forcément, on ne peut qu'évoquer notre très si cher Scaramouche, où là, il y a un duel épique qui dure plus d'une vingtaine de minutes. Il dure en fait. Beaucoup de gens, oui, du coup. Au cours des années, ça s'est transformé quand il n'y avait pas encore la vidéocassette et les gens parlaient d'une vingtaine de minutes ou de 10 minutes, 30 minutes. Bon,
Mais en fait, à la revoyure, il dure dans les 7 minutes. C'est mieux, bon. Mais il a longtemps été le plus long duel Le plus long de duel l'histoire du du cinéma. cinéma. Je ne sais pas s'il l'est encore. Il y a des membres cinéphiles qui viendront peut-être commenter pour nous rectifier. C'est 37 minutes. Non, parce qu'après, il a inspiré d'autres films, justement, et d'autres duels au cinéma, notamment Star Wars. On pourra en parler tout à l'heure. Une filiation. Mais donc il y a beaucoup plus long maintenant, c'est sûr. Mais à l'époque, c'est vrai que. Mais tu parlais de la place de l'arme aussi, enfin, ça c'est intéressant, la place de l'arme dans le duel, parce que c'est toujours qui va se servir en premier de l'arme. Et je pensais au duel dans Fail Safe, où finalement c'est un duel idéologique entre le bloc de l'URSS et les Américains. Et en fait, c'est qui va utiliser en premier la bombe. Et ça aussi, on retrouve cette idée de duel, quoi. C'est Mais vraiment... même entre l'homme et la machine, là, entre l'homme et la réalité, il y a un écran qui représente des vaisseaux. Donc les preneurs de décision sont détachés de la réalité, comme on le disait dans le Cinéphile 2, je crois. Et du coup, il y a ça aussi, il y a l'homme et la machine. Quand est-ce qu'elle va prendre le pas sur... Oui, alors quand est-ce que l'homme qui utilise un outil va devenir l'esclave de cet outil Bah là, ça fait un troisième personnage dans le duel, quoi. C'est Ouais, ça, le duel a plein de formes. Là, comment dire, je commençais un peu à évoquer un peu les formes classiques. Oui, pardon. Le duel KPDP. Non, mais alors là, me dis pas de pardon, on va essayer de voir le maximum de formes, mais c'est vrai qu'après le duel, il est. Ça va, on a la dualité, elle est dans tous les genres, comme on le disait. Dans le péplum, dans le film de KPDP, dans le western, dans les films, dans les thrillers, dans le psychologique, même avec dans le soi-même. psychologique, oui. Ouais, l'ambivalence. Voilà. J'ai vu récemment le duel inégal entre Barabbas, joué par Anthony Quinn, et Jacques Palance, le Romain sur son char, qui lui a un cheval, un char, des armes. Mais dans la plaque aussi, il y a un duel avec Jacques Palance, c'est son chef. Ah oui, là aussi, c'est une sorte de duel qui finit par la mort aussi. C'est bien ce que tu disais, l'ambivalence, parce que tout à l'heure je pensais à... En parlant de ça, en se disant que ce soir on allait parler de ça, je pensais à l'alter ego, oui. Le duel avec soi-même, comme Danny Kaye dans Le Bouffon du Roi. Il aimerait être beau gosse, il aimerait séduire les filles, etc. Il est humble, bouffon, il est remarquable dans ce qu'il fait, mais à un moment, il va être ensorcelé par la sorcière Angela Lansbury et se retrouver à alterner entre les deux rôles. Dans la littérature, c'est une mine, c'est une source, et c'est une... On a une richesse d'avoir une littérature française qui a inspiré d'ailleurs beaucoup le cinéma hollywoodien, mais une autre cinéma aussi. On a quand même des œuvres où le duel, l'opposition, le combat, etc. est sublimé. Est sublimé. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, la rencontre de d'Artagnan avec les mousquetaires se fait sur un duel. Avec cette fameuse réplique dans le roman, je sais pas comment les formuler dans le roman, je sais plus, mais dans le film, Daniel Sorano sortait à son garde à Rochefort. Combien était-il 3. Et combien en reste-t-il 4. Donc il y a vraiment des duels sublimés, on peut pas aussi, même si c'est du théâtre, mais ça a été porté à l'écran au moins 2 fois en France. Après il y a eu pas mal de films de KPDP. Cyrano Bergerac. Cyrano Bergerac, il y a quand même toute une scène écrite du texte d'un duel qui est détaillé. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Là, forcément, c'est le texte, il amène à l'œuvre tellement. Après, bon, dans les films de KPDP en France, il y a eu tous les films de Jean Marais, Gérard Barré, D'Artagnan. Mais les versions de ces œuvres françaises, il y en a combien quand on fait la version Gene Kelly, beaucoup de gens considèrent que sa version est la meilleure des Trois Mousquetaires parce c'est celle de George Sidney qui contient certes des défauts, mais elle est fun, elle est cartoon, limite comic strip. Et Gene Kelly, ce qu'il fait à l'écran, on a l'impression que c'est un surhomme quelque part. C'est le Jackie Chan des années 40 en Technicolor, donc très très plaisant, très agréable à regarder avant tout. C'est la version fun, c'est la version la plus fun. Oui, et le genre KPDP aussi, il est présent, mais dès le début, dans le niveau cinéma. Douglas Fairbanks a interprété le premier, je crois, Zorro,
de mémoire. Oui, je crois. Il y a des combats, il y a des duels d'escrime, il y a des duels fabuleux. En parlant de cascade, Douglas Fairbanks, c'est le roi des cascadeurs. Et voilà, il y avait Basil Rathbone était un des meilleurs escrimeurs d'Hollywood. Et il disait, j'aurais pu mettre la pâtée, j'aurais pu tuer Errol Flynn 10 fois pendant le tunnel. Alors que celui qui gagne. Merci. C'est sûr, ouais, je pense que Douglas Fairbanks a largement contribué aussi au genre. Mais et voilà, le côté. Alors, pour revenir vraiment au duel KPDP, il est présent, il est au service dans la littérature, dans les œuvres, il y a tellement de choses, il est au service du cinéma. Je pense à Jean Marais, donc le bossu, le bossu de Jean Marais, au centre du propos, il est quand même question de la botte de Nevers, qui est une botte d'escrime, au début, qui consiste à planter l'épée dans cette zone un peu fragile, là, entre les deux sourcils. Il y a plusieurs versions d'ailleurs de la botte de Nevers. Non, on parlait juste des méchants, enfin, du mauvais opposé aux gentils, et notamment c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent dans les sagas. Dans James Bond, il y a en effet ces alter ego, le Dr No, le Spectre, de Dr No à Spectre, disons, et il a l'homme pistolet d'or. Ouais. Là on est carrément la fin du James Bond contre l'homme pistolet d'or. Roger Moore face à quelqu'un qui a fait quelques duels à l'épée. Christopher Lee. Il s'est battu contre Errol Flynn. Il a je ne sais combien de duels à l'épée à son actif. On a cette notion en effet de l'adversaire de l'adversaire comment dire, impressionnant, parfait face au bon, voilà, dans toutes les sagas, dans les Indiana Jones, dans les James Bond, dans les... Après, bon, on va bifurquer vers tout le reste, le cinéma hollywoodien, les Rocky et autres, mais le duel, donc de ce duel de l'homme pistolet d'or, la scène finale, c'est qu'une scène de duel au pistolet. C'est ça. De mémoire où Roger Moore joue un mannequin. Et à la fin, il se retourne, on a la fameuse position du James Bond qui tire sur son adversaire en se mettant finalement à vue. Duel au cinéma, duel comme ça, l'affrontement entre deux personnes. Le Stalingrad, de qui il est celui-là? De Jean-Jacques Hano? Ah oui, peut-être. Oui, Jean-Jacques Hano, je crois bien. Ouais. À vérifier. Le Stalingrad de Jean-Jacques Hano entre Richard Harris, Ed Harris et Jude Law. C'est un western. On est en Seconde Guerre mondiale, on est dans l'affrontement de Stalingrad, mais on est en plein western. Comme dans le Sniper de Clint Eastwood. L'affrontement de deux hommes qui se respectent, qui font qui savent faire, qui s'estiment, qui sont même parfois impressionnés par l'autre, etc. Puis qui sont juste même à la fin, je crois même que il y en a un qui, pareil, la même façon que Roger Moore dans James Bond, se met à nu, à découvert, et l'autre ne l'attend pas à un endroit où il va se découvrir, parce qu'il sait très bien qu'un tireur d'élite ne va pas se mettre à découvert. Et ben, il est juste là, il l'attend. Et donc Ed Harris, quand il voit ça, sa réaction, mais il enlève sa casquette pour qu'on lui tire dessus. Excellent. Ouais, c'est très fort ça aussi, cette notion de... Excellent, on pourrait en parler de ça, on pourrait parler de Billy the Kid, on pourrait parler de la meilleure version pour moi, c'est celle d'Arthur Penn qui nous a donné un film qui passait beaucoup à la télé française qui s'appelait la poursuite impitoyable avec Marlon Brando qui se fait casser la figure par une bande de casseurs dans une ville, une sorte de meute qui veut absolument pendre Robert Redford, qui revient dans sa ville natale, tu sais, musique formidable de John Barry. C'est un peu loin, mais je m'en rappelle. The Chase, ouais. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que... pourquoi je parle de ça d'ailleurs? Parce que Marlon Brando... attends, là on coupera. Dans le western? Ah oui. Et donc dans Le Gaucher, The Left-Handed, Paul Newman joue Billy the Kid, mais un Billy the Kid actor studio, c'est un excellent film qui va engendrer vers la personne qui l'admire le plus, son admirateur numéro 1 qui veut écrire sa légende, je crois, un photographe qui le poursuit avec les premiers appareils photographiques au début du siècle. Il va engendrer finalement un complexe de jalousie de tout ce que lui n'est pas. Et cette personne va donc le dénoncer, il va se retrouver face à son meilleur ami à devoir se battre, et Paul Newman, Billy the Kid, ne veut plus se battre. Il va faire semblant de dégainer. Et quand son meilleur ami va le tuer, il a choisi la personne dont
qui voulait qu'il la batte. Paul Newman va lui faire ça. Il va lui montrer avant de mourir sa main vide, tu vois. Le gaucher d'Arthur Penn. Fantastique. Et oui, on en revient au western, forcément. Et le Il y a tellement de western, figures. Le western, il y a tellement de figures aussi, tellement de duels. Oui. pour moi, au fondement du western, en fait, il y a la tragédie grecque. Et on retrouve Ouais. exactement ça dans le western, avec l'hubris là, qui monte jusqu'au duel final, enfin la tragédie absolue. Et dans la enfin dans comment le théâtre grec, enfin il y a aussi du duel. Enfin le duel est très présent, quoi, entre par exemple Oedipe qui tue Laïos, son père, Antigone et Créon. Là aussi, c'est le duel. Oui, et en fait, oui. et ça c'est finalement, enfin je pense c'est ouais, c'est quelque chose qui remonte au fondement même peut-être de l'humain, quoi, d'où la tragédie grecque. Enfin, il y a quelque chose de très viscéral aussi, de très Bah, si on commence à remonter au fondement de l'humain. Ouais, c'est une sorte de. Alors, c'est pas primaire, parce qu'on peut. Primaire, ce serait peut-être négatif, mais une sorte de. D'instinct. Ouais, de revenir vraiment à l'originel. À l'origine des choses. On déplore les Vikings, il y a un grand duel dans les Vikings. Un duel entre Kirk Douglas et Tony Curtis à l'épée. Voilà. Très intéressant aussi. Ouais. Richard Fleischer. Non, c'est pas primaire, c'est primitif. En fait. Primitif. Ouais. C'est l'aspect primitif. Il y a quelque chose de primitif dans le... Et dans le western, c'est ça aussi, puisqu'en plus, souvent, bah, ils sont dans des... Enfin, ils n'ont rien, quoi. Ils débarquent sur des terres vierges, ou alors où il y a déjà un ennemi qui est en présence, où il faut d'ailleurs faire sa place. Et c'est ça, on est au fondement de tout, quoi. Bah, et c'est par le duel qu'on obtient, qu'on gagne les choses, qu'on garde sa vie, qu'on progresse, qu'on peut prendre sur l'autre aussi. Malheureusement, c'est ça, quoi. C'est que le développement de l'homme se conçoit, se construit sur le duel, c'est-à-dire sur l'effacement de l'autre. C'est ça, oui. La protection de ton territoire. Mais c'est ça qui était fascinant en fait dans la conquête de l'Ouest. C'était le fait que, je pense à... C'est la survie en fait, au fond de tout ça. C'est ça. La survie. Ça. Mais la survie, bon, elle est ancrée dans nos gènes et on le voit encore entre deux hommes qui s'affrontent dans la rue, ne fût-ce que psychologiquement ou l'intimidation. Je pense à The Teen Star avec Henry Fonda qui apprend à Anthony Perkins qui va le succéder en tant que shérif. Bon, qui n'est pas Henry Fonda, il lui apprend par commencer par regarder l'autre dans les yeux, par lui montrer qu'il a les yeux à la bonne place et qu'il n'est pas intimidé, qu'il sait regarder ou la position de son arme, etc. Je crois qu'il y a ça aussi dans le western qui nous fascine, c'est-à-dire que la loi est encore fragile et la vie ne tient qu'à ça. L'homme qui tue à Liberty Valance, John Wayne tue depuis l'ombre Lee Marvin, le plus grand bandit de l'Ouest, parce que James Stewart en tablier de cuisinier n'est pas à la hauteur, c'est un intellectuel. Et donc James Stewart a des scrupules à devenir président avec du sang sur les mains. Et John Wayne le met à l'aise, lui dit « Mais va et sois président, c'est moi qui l'ai tué depuis l'ombre. Tu aurais été incapable de dégainer aussi vite que Lee Marvin. » Ah, il y a un duel magnifique dans les grands espaces de William Wyler, un duel entre un homme de la ville, un marin au long cours qui est joué par Gregory Peck qui est classe, et un homme d'armes qui est joué par, alors c'est pas Charlton Heston, mais en fait ce duel a lieu en dehors de ce fameux duel. La confrontation a lieu dans ce film entre la culture de l'Est et la culture de l'Ouest. Et Gregory Peck qui est tombé amoureux d'une fille, il vient dans l'Ouest pour l'épouser, mais il vient dans son fief. Et quand il est défié pour son galurin amusant ou pour sa virilité à ne pas vouloir monter un cheval, elle lui demande de monter le cheval devant du public ou de reprendre la personne qui s'est moquée de son galurin, alias Charlton Heston, le contremaître. Et Gregory Peck lui dit « Mais je n'ai approuvé qu'à moi-même ce que je vaux. Ça ne me dérange pas qu'il ait ri de mon chapeau. » Elle lui dit « Mais en fait, tu vas bien faire quelque chose. » Et là, il comprend qu'ils ne vont pas se marier. Et donc, ça finit par... Gregory Peck est obligé de lui dire « Combien de fois dois-je te prouver mon amour? Je suis ce que je suis. Je ne peux pas être ce que tu veux que je sois. » C'est bien plus qu'un western. Très intéressant. Et là, cette notion de... William Wyler, les grands espaces,
celui qui a fait Ben-Hur, où il y avait également un duel. Mais bon, là Oui. c'est Peplum, Duel au char. duel au char, même Ah réalisateur. bah dans les Peplum, oui, c'est sûr que l'affrontement, bon, on parle des terres des Vikings, on a aussi Spartacus en tête. Et la notion du coup de personne qui fait une promesse de ne plus se battre, de ne pas faire les erreurs d'autrefois. On a enfin, cette promesse-là inspire beaucoup de films aussi, beaucoup de réalisateurs. On a dans Quiet Man, donc L'homme tranquille, film que j'aime beaucoup John aussi. Ford. Et donc en effet, ce boxeur qui a tué sans le faire exprès un de ses adversaires et qui promet de ne plus se battre. Et donc sur le ton de la comédie, John Wayne. ça se termine quand même par un duel à la fin quand il sur une musique magnifique. Il lui rend sa sœur parce qu'il ne paye pas Oui. de dot. Pam, 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 pam. Mais ça on le trouve bon, après évidemment dans plein de films hollywoodiens, plein de blockbusters, mais même dans les films un peu dans des genres un peu différents, dans les arts martiaux, Bruce Lee, c'est le thème de Big Boss. Hein. Big Oui. Boss, et il fait la promesse de ne plus se battre, je sais plus qui promet ça, sa mère ou son père, je sais plus. Et à un moment donné, son collier est arraché dans une bagarre. Tout le monde se bat autour sauf lui. Son collier est arraché. Et là, la fureur du petit dragon se déchaîne. Donc on ne peut pas de toute façon parler du thème du duel au cinéma sans avoir en tête la notion le duel, les duels de Star Wars. Je dis bien les duels parce qu'il y en a plusieurs. La première fois, je sais pas ce que ça t'a fait toi, mais que tu as vu un sabre laser s'allumer, que ce soit avec Alec Guinness contre Dark Vador, donc Obi-Wan Kenobi contre Dark Vador, ou Luke Skywalker contre son père, il ne découvre sa filiation que dans le 5e épisode, qui est en fait le 2e qui a été tourné. Mais bon, je voulais quand même, forcément je voulais, à un moment donné ou l'autre, on parle de Star Wars. Parce que George Lucas, il a eu ce rêve fou, ce film, il avait en tête cette histoire, il avait envie de la raconter, mais à la base il est allé chercher son inspiration, sa source, dans une œuvre, alors je ne sais plus le nom de la personne, d'un universitaire qui a écrit une thèse, ou enfin certainement des ouvrages, sur tous les symboles mythologiques, légendes, mythiques, symboliques, et finalement on retrouve tout ça dans Star Wars. Donc oui, on a en tête le duel, l'affrontement Dark Vador, Luke Skywalker, la réplique « Je suis ton père », etc. Mais on a aussi tout ça, on a le côté mythologique. Dark Vador qui s'oppose à son fils, à ses enfants, la princesse Leia et Luke Skywalker, on a la notion du dieu mythologique, du dieu grec, Mars, qui dévore ses enfants. Chronos chez les Grecs, Mars chez les Latins, qui dévore ses enfants. Une fois qu'il a créé la vie, ses enfants, Zeus, Poséidon, qui s'opposent à Chronos. On a donc l'affrontement Dark Vador, Luke Skywalker, il est aussi mythologique, il est biblique. On a Dark Vador, c'est Anakin Skywalker, c'est un ange déchu. C'est l'archange. C'est un chevalier Jedi, c'est un personnage de lumière qui tombe et qui passe du côté obscur, qui devient Dark Vador. On a ce côté archange, l'ange déchu. On a le côté dieu grec qui dévore ses enfants, qui s'oppose à ses enfants. On a le côté ange déchu. On a aussi, tout simplement, la force. On a le côté religieux, l'ombre et la lumière, le yin, le yang. Oui. Il n'y a rien qui est entièrement lumineux. Il y a toujours une petite part d'obscurité dans la lumière, comme il y a une part de lumière dans l'obscurité. C'est exactement l'histoire de Dark Vador, d'Anakin. Au fond de lui, Dark Vador, donc c'est un être ténèbre, c'est un être de ténèbres, mais qui, à la fin, le retour du Jedi, c'est son retour à la lumière, finalement. Il décide, à un moment donné, de sauver son fils. Il détruit le mal, il détruit l'empereur, donc il revient dans la lumière. Il y a le côté rédemption, mais il y a le côté, donc le yin, alors on a le côté mythologique, on a le côté biblique, on a le côté yin et yang. Et donc Star Wars, c'est vraiment, mais au niveau dualité, au niveau symbolique,
c'est partout, c'est présent partout. C'est ce qui fait la force de cette œuvre. C'est ce qui d'ailleurs me parle le plus dans cette œuvre-là. Après évidemment, donc, on a tous les duels au sabre laser. Et donc là, pour être un peu plus technique, on a dans les premières versions tournées, on a quelque chose qui est plus kendo. Avec des gestes, bon forcément, quand tu fais jouer Alec Guinness, qui a fait le pont de la rivière Kwai, etc., tu lui fais pas faire des trucs. Puis même à l'époque, de toute façon, c'était filmé avec une tige dedans un peu plus rigide. Et les acteurs imaginaient, on incrustait après en post-production donc un laser, mais c'était quelque chose de plus simple, plus kendo. D'ailleurs, on a en tête des grands mouvements dans le 5e épisode de Dark Vador qui vient fendre l'air pour essayer de tuer son fils. Et après, c'est devenu plus quand ils ont fait ce qu'on appelle les préquels, les épisodes antérieurs, donc ils ont tourné bien plus tard les 1, 2, 3, après avoir fait les 4, 5, 6. On ne savait pas à l'époque que ce serait les 4, 5, 6, ça s'appelait la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Ils l'ont renommé Un Nouvel Espoir au début des années 2000, vers la fin des 90. 97 peut-être, je sais plus. Quand ils ont tourné l'épisode 1, ils ont rebaptisé, ils ont ressorti les anciennes versions au cinéma, ils ont rebaptisé l'épisode 4 Un Nouvel Espoir. En faisant cette préquelle, ils ont sorti un style de duel, de retour aux sources du mal d'ailleurs, la menace fantôme. On voit d'ailleurs que c'est un plan bien plus antérieur, donc d'outre-tombe. Ils ont sorti un mode de duel plus sabre wushu. On est plus dans du kung-fu. D'ailleurs, ça a un peu choqué certains fans, parce que au début, tu avais donc avec Guinness et Dark Vador qui faisaient des choses très... des choses comme ça, avec les sons qu'on connaît très bien. Et après, quand ils ont sorti les épisodes 1, etc., on avait des trucs plus kung-fu, avec les sabres qui tournaient dans tous les sens. Il y a des fans de la première heure qui ont commencé déjà à décrocher un petit peu à ce moment-là. Ensuite, ils ont sorti les séquelles. Je sais pas s'ils portent bien leur nom, parce que de toute façon, il n'y a pas pire que le fan de Star Wars. Les fans de Star Wars entre eux se déchirent. Mais ils ont sorti les séquelles où là on avait un retour à quelque chose au niveau du combat au sabre. Entre les deux, entre le wushu et entre le kendo. Mais donc là ils ont sorti la fameuse garde de Kylo Ren. Donc on avait donc une garde un peu d'épée de chevalier. Et là, les puristes m'ont dit mais oui mais il n'y a pas d'intérêt. Ah. Non, pardon. À la base on est dans un... Il y a aussi dans l'œuvre de George Lucas le côté samouraï, la voie du sabre. Le Jedi n'a rien sans son sabre. Et donc là, les puristes ont dit non, mais pourquoi mettre une garde sur un sabre laser, ça n'a plus d'intérêt. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc en gros, pour conclure, entre guillemets, sur ce virage sur Star Wars, la notion de dualité dans Star Wars, la dualité même avec soi-même, elle retourne aux origines, à l'instinct dont parlait Honor tout à l'heure, à ce côté primitif de nous-mêmes, au côté mythologique, biblique, spirituel. On retrouve tous en nous cette fameuse dualité. Il n'y a personne d'entre nous qui est que lumière ou que mal, on a tous en nous les deux. Donc ce duel là, qui est porté au cinéma de tellement de façons, il est aussi présent en chacun de nous. C'est ça, excellent, excellent. En chacun de nous. Merci. Un plaisir. Merci, en tout cas j'ai noté toutes ces références. Merci. Et j'ai hâte de découvrir ça. Je regarde aussi ce que tu m'as dit là. Donc rendez-vous demain matin à l'aube pour un duel dans le jardin. Déjà ce soir, je te propose une petite projection pour illustrer tout ça. Génial. Génial. Super, merci à toi. Merci. Merci, Drez.